Je me présente, Catherine Layel, donc je suis avocate, je suis auteure à mes heures perdues et je suis également cofondatrice et vice-présidente d'une petite association qui est née il y a à peu près un an qui s'appelle Animal, Justice et Droit. Aujourd'hui, je vais essayer de reprendre un petit peu tout ce qui a été dit depuis ce matin, mais surtout de vous présenter le droit français, mais le droit français, le droit positif actuel, mais surtout, moi, j'aimerais vous parler plutôt des perspectives d'avenir, parce que le droit positif actuel, pas dire qu'il soit très satisfaisant. Je vais quand même vous en parler, parce que je pense que pour pouvoir critiquer quelque chose, il faut le connaître. C'est quand même plus facile. Et puis ensuite, les perspectives, parce que bon, personnellement, moi, je suis avocate, mais je pense que s'il y a vraiment une population d'arriérés, j'allais dire, de rétrogrades, de spécistes, ce sont bien les juristes. Parce que je ne sais pas si c'est en rapport avec l'esprit cartésien, mais bon, les juristes, le droit animal, ça ne les intéresse absolument pas. J'ai plutôt même envie de parler de droit animalier et non pas le droit animal. Ça ne les intéresse pas. Alors effectivement, à partir du mois de septembre, enfin, en France, le droit animal va être étudié dans l'université de Strasbourg. C'est-à-dire qu'il faut savoir que en France, il n'y a pas de droit autonome. On n'étudie pas le droit animal. On l'étudie à travers tous les autres droits, le droit civil, le droit pénal, le droit administratif, le droit de l'environnement. Mais en septembre, il va y avoir donc un cursus qui va être mis en place. Donc à Strasbourg, c'est effectivement l'université de Strasbourg qui va enseigner le droit animal. Donc c'est vraiment tout nouveau. Alors, je pense pas que ça va changer concrètement quoi que ce soit pour les animaux, mais en tout cas pour ceux qui vont l'étudier, ça va permettre peut-être effectivement par la suite d'avoir des personnes plus compétentes qui auront peut-être envie, de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Donc voilà en ce qui concerne ma position. Moi, je suis abolitionniste. Donc effectivement, pour moi, le bien-être animal, toutes les lois sur le bien-être animal, même si je vais vous en parler parce qu'il faut quand même qu'on en parle, je ne pense pas que ça puisse changer quoi que ce soit. Si effectivement une société sans abattoir, vous allez me dire que c'est une société utopiste. Moi, je pense qu'une société qui prône le bien-être animal, le bien-être animal, pour moi, c'est une illusion. Si on parle de bien-être, c'est parce qu'effectivement, il y a un mal-être. Les droits des animaux sont des droits passifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de statut juridique des animaux. On est en France, on a deux conceptions, il y a deux conceptions possibles. Soit effectivement, il y a une tendance objectiviste, c'est-à-dire l'animal est un objet, et c'est la tendance du monde entier. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun pays où l'animal est un sujet de droit. Par contre, on a effectivement des pays comme la Belgique où l'animal objet de droit est davantage protégé que l'animal objet de droit en France, mais l'animal n'est absolument pas un sujet de droit, à savoir qu'il n'a pas les droits de droit fondamental. Qu'est-ce que c'est qu'un droit fondamental? Le droit fondamental, eh bien, c'est par exemple le droit à la vie, le droit de ne pas être torturé. C'est un droit fondamental qu'on a accordé récemment encore aux Noirs à la fin du 19e siècle, lorsqu'on a aboli l'esclavage. Les esclaves humains avaient effectivement le droit d'être protégés, c'est-à-dire qu'on parlait du bien-être de l'esclave. Et en fait, si on avait continué dans cette optique-là, si on avait continué de parler du bien-être, je pense qu'il y aurait toujours des esclaves humains. Et c'est en ce sens que il est important, même si effectivement on va nous dire qu'on est des utopistes, il est important qu'il y ait enfin un parti, qu'il y ait enfin des juristes. C'est-à-dire qu'en fait, il faut agir à tous les niveaux. Il faut agir au niveau politique. Il faut absolument qu'il y ait un parti animaliste qui soit créé. Et j'espère que d'ici un an ou deux, on verra enfin un tel parti. Il faut agir aussi au niveau juridique. Alors effectivement, la multiplication des lois, la reconnaissance de la sensibilité des animaux, c'est important, c'est symboliquement important, parce que si les animaux sont sensibles, peut-être qu'un jour, on admettra qu'effectivement, on n'a pas le droit de tuer des animaux puisque ces derniers sont sensibles. Il faut aussi agir, nous, en tant que consommateurs, mais si, je crois que Jean-Yves Bonnardel sera content de m'entendre dire ça, si on attend qu'on soit tous qu'il y ait une majorité de personnes qui commencent à avoir un comportement moral, je pense que les animaux, bien finalement, ils vont être tués encore pendant des années. Donc je crois qu'il y a vraiment un lien à faire entre les trois.
un lien entre le politique, le juridique et le consommateur, qui peut se faire uniquement par la prise de conscience. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé ce matin l'intervention du psychiatre. Elle était formidable, en ce sens où il parlait de déni collectif. Alors s'il y en a bien qui sont atteints de cette maladie mentale, ce sont effectivement les politiques et les juristes. Les politiques sont tous dans le déni. Les juristes sont tous dans le déni, et c'est parce qu'ils sont dans le déni qu'on commence à avoir de plus en plus de lois sur le bien-être animal. Alors je ne dis pas, je veux surtout pas que mon discours soit mal interprété, puisque moi, en tant que juriste, je me bats à mon petit niveau pour renforcer ces lois qui sont des lois de protection. Mais, et c'est là que je suis complètement schizophrène, c'est que je sais que ces lois de protection, elles n'amèneront à rien. C'est-à-dire que si elles amènent à la bonne conscience. C'est-à-dire que nous, les humains, on se donne bonne conscience parce que on a créé des lois. On a agrandi les cages. On est passé de 30 centimètres. Enfin, vous voyez, on a agrandi les cages. On a raccourci le temps de transport des animaux. C'est-à-dire qu'à 8 heures au lieu de 12 heures. Enfin voilà, vous voyez, toutes ces réglementations qui font que, à la limite, en plus, elles sont impossibles à contrôler, parce que comment voulez-vous que l'on soit juge et partie? Comment voulez-vous qu'un éleveur, d'abord il y aura jamais aucun contrôle dans les élevages, c'est utopique, j'allais dire. L'utopie, elle est plutôt là, elle est chez les welfaristes entre guillemets. Je veux pas faire les abolitionnistes contre les welfaristes, mais il faut bien qu'il y ait des juristes et qu'il y ait des politiques qui aient cette j'allais dire cette intention. Parce que si à chaque fois on dit en attendant le jour où ça sera possible, on continue eh bien on continuera comme ça. Et tout à l'heure, c'est notre ami Patrick Lorette qui nous disait, il faudrait 6 mois. Ben oui, il faudrait très peu de temps, à partir du moment où on aurait pris conscience qu'on doit abolir l'esclavage humain, abolir l'esclavage animal de la même manière qu'on a aboli l'esclavage humain. Oui, il faudrait 6 mois pour que tout ça cesse. Et tant qu'on continuera à édicter des lois, à dire que, effectivement, vous allez me dire, c'est bien que dans le code pénal, l'être puisse être puni, qu'il y ait des condamnations de 2 ans à 30 000 € d'amende. Alors déjà, il faudrait aussi qu'il y ait aussi une éducation, parce que les magistrats, dans la réalité, mais alors ils en ont rien à faire des animaux. Je peux vous assurer que je les ai côtoyés, les magistrats. Mais alors ils sont là, mais qu'est-ce qui nous embête lui avec son chat, qu'est-ce qui nous embête lui avec son chien, toujours il y a quand même des choses plus importantes. Donc vraiment on aura beau renforcer, on aura beau aggraver les sanctions pénales, on pourrait très bien dire que finalement la maltraitance, on va je sais pas moi, on va passer à 4 ans de prison. Mais dans la réalité, ça changera rien, parce que dans la réalité déjà il n'y a pas de poursuite. Je crois que c'est Jean-Marc Montagny qui nous disait tout à l'heure que en France c'était un petit peu mieux, mais non, dans la réalité en fait, les magistrats, enfin les parquets, puisque c'est eux qui poursuivent, c'est-à-dire que c'est eux qui décident en fait si on va poursuivre et sur quelle qualification. Donc si vous portez plainte, une association porte plainte pour une maltraitance, souvent le parquet va disqualifier et on va se retrouver par ça va être une simple contravention, et ça va être non plus une maltraitance, mais ça va être par exemple un manque de soins. Donc c'est la juridiction de proximité ou le tribunal de police, et là il n'y a pas de peine de prison, il n'y a que des amendes avec une interdiction possible de détenir un animal. Donc en fait tout est lié, j'allais dire, c'est aussi l'éducation, parce qu'on pense toujours que l'être humain prime, si je puis dire. Donc tant qu'on n'aura pas une autre vision globale de ce qu'est un animal, on n'avancera pas. Alors moi je veux pas être pessimiste, j'allais dire, là je suis même pas partie sur le droit, vous voyez, je devais vous parler du droit positif, mais le droit positif, à la limite, vous le connaissez mieux que moi, enfin je veux dire, vous le connaissez aussi bien que moi, peut-être pas mieux que moi. Vous savez qu'effectivement, en France, l'animal est protégé, c'est un objet de droit, il est protégé, on n'a pas le droit de lui faire mal, mais l'animal domestique. L'animal sauvage, lui, il n'a même pas le statut d'être sensible. Il y a eu un amendement qui a été proposé. Donc comme le code civil enfin donc maintenant reconnaît la sensibilité de l'animal, on s'est dit écoutez, l'animal domestique, l'animal sauvage, je vois pas la différence entre la sensibilité d'un renard et la sensibilité d'un cochon. On a pensé que
il était temps de dire aussi que les animaux sauvages avaient une certaine sensibilité. Cet amendement a été rejeté. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous vous en doutez, les lobbies de la chasse, puisque les animaux sauvages, eux, sont des restes nus, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent à personne, et ils ne sont protégés qu'à travers le code rural, c'est-à-dire qu'à travers l'espèce. C'est-à-dire que si un animal est en voie de disparition, on va protéger l'espèce, mais on va pas protéger l'individu. Donc vous avez soit des animaux qui sont nuisibles, soit des animaux qui ne sont pas nuisibles, mais qu'on a quand même le droit de tuer, mais avec des quotas. Mais j'aimerais aussi parler d'un animal, qui est pourtant un animal sentient, qui est exclu complètement du droit, mais du droit français, du droit belge. Ah si, quand même, je crois que dans certains pays, vous allez voir de quoi je parle, dans certains pays, on a interdit le bocal. Mais donc, il y a un animal qui est en dehors du droit, c'est le poisson. C'est-à-dire que vous avez le droit de le tuer en famille, et ça s'appelle la pêche. Combien de fois vous voyez des documentaires où vous voyez un enfant tuer une vache? Vous en voyez souvent? Mais combien de fois on voit des documentaires où on voit un enfant qui pêche, qui prend un poisson? Donc c'est même, non seulement c'est quelque chose de familial, mais on considère même que c'est quelque chose de zen, entre guillemets, vous voyez, qui apporte la zénitude. Donc il faut aussi agir, c'est-à-dire que le droit français, moi, imaginez que je porte plainte, donc une association porte plainte pour maltraitance sur un poisson rouge. Imaginez. Est-ce que vous pensez que ça fonctionnerait? Bon, et pourtant, les poissons, maintenant je crois qu'il y a plus de, tous les scientifiques s'accordent à dire, puisque bon, il a fallu qu'on torture les poissons dans des laboratoires, hein, pour réaliser que les poissons étaient des êtres sensibles. Il a fallu qu'on torture les crustacés, il a fallu que l'on torture tous ces animaux, et scientifiquement il n'y a plus voilà, les animaux souffrent, les poissons. Moi, pour avoir des poissons, je peux vous assurer que ce sont des êtres familiers qui ont certainement une mémoire plus importante que beaucoup de personnes humaines. Donc il y a encore un travail énorme aussi de ce côté-là. D'ailleurs, ça sera l'objet, j'espère, d'un second livre. En fait, j'aimerais écrire un livre qui serait consacré exclusivement aux poissons. Alors mon éditeur m'a dit ça va pas se vendre beaucoup, ça, les poissons, hein, ça va pas intéresser grand monde. Alors j'avais une idée de titre même, ça serait Nos fiches, mais bon, je sais pas si vous voyez le. Donc effectivement, récemment, je suis allée à la conférence superbe d'ailleurs, hein, je veux absolument pas critiquer, où il y avait Peter Singer, Émeric Caron et Mathieu Ricard, et il y a une personne dans le public qui a posé une question à Émeric Caron et qui lui a dit et les poissons, et il a dit oui. Et il est passé à autre chose. Donc en fait, vous voyez, même ces personnes-là, alors vous allez me dire, ah bah oui, mais bon, d'abord, avant de parler des poissons, il faudrait quand même parler des chiens, des chats, Donc en fait, même à l'intérieur des espèces, vous voyez, on fait des sous-catégories. Hein, donc vous avez des catégories, des sous-catégories. Puis alors après les poissons, il y a les moules, puis il y a les insectes, et puis vous voyez, donc on n'en finit pas. On n'en finit pas. Donc je pense que comme on ne réglemente pas la torture, on l'abolit. Je pense que de la même manière, il va falloir proposer des lois qui soient, à mon avis, plus comment dirais-je, plus modernes. C'est-à-dire que il faudrait carrément créer. Vous voyez, vous avez en France ce qu'on appelle des sociétés. Les sociétés, elles ont la personnalité morale. Eh ben ces sociétés, elles ont plus de droits qu'un animal. Et pourtant, on leur a déclaré la personnalité morale. Donc on pourrait très bien considérer que les animaux, alors soit effectivement on les considère un petit peu comme Peter Singer qui expliquait que les animaux devaient être dans la même catégorie que les humains, hein. Donc on leur donnerait des droits fondamentaux, mais pas obligatoirement les mêmes droits. C'est-à-dire qu'effectivement on ne demande pas à ce que les vaches aient le droit de vote. Les vaches, elles s'en foutent du droit de vote. Elles veulent avoir le droit fondamental qui est le droit à la vie. Et il y a aussi un autre droit fondamental qui me semble important, c'est aussi le droit de ne pas naître. C'est-à-dire qu'actuellement, on fait naître les animaux, c'est-à-dire qu'on insémine artificiellement les vaches, et que les veaux naissent, donc c'est pas une naissance voulue, donc on pourrait aussi en revenir à ces fameux droits politiques dont nous parlait ce matin Patrick, c'est-à-dire que aussi le droit de ne pas naître pour être tué, pour être engraissé, donc aussi important que le droit à la vie, le droit de ne pas naître.
Donc les droits, quels droits pour les animaux? J'ai envie de dire, il y a des droits fondamentaux, le droit de vivre, le droit de ne pas être torturé, le droit de ne pas naître, le droit de ne pas être mangé. Et je pense qu'un jour ou l'autre, alors peut-être que ça sera dans 20 ans, peut-être que ça sera dans 10 ans, peut-être que ça sera pas longtemps, il faudra prendre des hommes politiques courageux, parce que actuellement les gouvernements fonctionnent toujours à court terme. Alors bien évidemment, dire qu'on va fermer les abattoirs, ils vont dire oh là là, mais toutes ces personnes au chômage. Hein. De la même manière qu'à l'époque où on a aboli l'esclavage, pour les champs de coton, on se disait mais comment on va faire? Il va y avoir sur le plan économique, c'est un bouleversement. De la même manière qu'on dit qu'on si on ferme les centrales nucléaires, mais alors il y a des gens qui vont perdre leur emploi. Oui, les gens vont perdre leur emploi, mais on va en créer d'autres. Donc fermer les abattoirs, ça veut dire perdre ces emplois-là, mais à mon avis, je pense pas que les gens qui travaillent dans les abattoirs soient des personnes épanouies. Donc si on peut leur proposer quelque chose, peut-être effectivement, je sais pas moi, s'occuper d'aller enlever les mauvaises herbes dans un pré où vont paître les dernières vaches qu'on n'aura pas assimilées de manière artificielle. Donc voilà, il y a plein de solutions, mais le politique, les hommes politiques travaillent à court terme. Donc, je vois pas, moi, je n'ai pas la solution. Je pense qu'elle est multiple et elle est entre vos mains. Elle est entre les mains d'hommes et de femmes courageux et qui ne sont pas dans le déni et qui ont réussi à faire leur deuil d'une nourriture qui est une nourriture de violence. Et je pense qu'on ne peut pas être équilibré, on ne peut pas être apaisé tant qu'on continue à fermer nos yeux sur la réalité, et je ne pense pas que la solution viendra. Je suis désolée si effectivement je suis un petit peu en contre, mais je pense pas que la solution viendra de ces multiples lois sur le bien-être. J'y crois pas. J'y crois pas parce que ça fait des années et depuis le temps ça se saurait et les animaux continuent toujours de mourir par milliards. Ils souffrent toujours autant dans les élevages intensifs. Les cochons sont toujours castrés sans anesthésie. Puis même à la limite, s'ils étaient castrés avec anesthésie, de toute façon ils finiraient dans notre assiette. Et ça, c'est inadmissible parce que c'est pas nécessaire. Oui, et j'en terminerai là quand même, parce que je pense que même en droit, il y a un point très important sur lequel les juristes devraient se pencher, c'est sur le mot nécessité. Parce que vous savez que on parle toujours de tuer sans nécessité. C'est-à-dire que si on tue, la jurisprudence avait relaxé une personne parce qu'elle avait tué un lapin à un coup de batte de baseball, je sais plus, enfin un coup de pied. Donc la voisine avait dénoncé, mais en fait non, elle a été relaxée parce qu'elle défendait son potager. Et oui, la nécessité, ben oui, mais bon, voilà. Donc elle l'avait pas tué sans nécessité. Alors à partir du moment où effectivement il n'est pas nécessaire de manger des protéines animales pour vivre, eh bien toute atteinte à un animal pourrait être interdite. Donc la nécessité, je pense aussi qu'il faut travailler aussi bien les philosophes, les juristes, les politiques sur cet état de nécessité qui me semble vraiment important. Je crois que s'il y a une solution, elle est là. Elle est sur la nécessité. Donc la nécessité des animaux dans les cirques, 0. La nécessité des animaux dans nos assiettes, 0. La nécessité de la pêche, 0. La nécessité de la vivisection, 0. Et d'ailleurs à ce sujet, je pense que vous êtes tous au courant du rejet de l'arrêt vous savez du rejet au niveau européen, hein, de cette fameuse pétition, de cette fameuse action citoyenne sur l'arrêt de la vivisection. Hein, ça a été rejeté. Donc oui, je sais pas, il y a je sais pas qui a la date exactement. C'est cette semaine, voilà, c'est tout récent. Donc vous voyez, il y a encore du boulot. Pourtant, on apporte la preuve que les expériences sur les animaux ne sont pas nécessaires, qu'elles sont même une aberration, que la deuxième cause de mortalité, des humains, c'est souvent les effets secondaires, les effets secondaires des médicaments, que plus de 80% des médicaments qui sont vendus dans les pharmacies ne servent à rien, au contraire, ils ne servent qu'à nous rendre malades. Donc je crois que le monde est complètement marche à l'envers et hormis quelques personnes, tout le monde est dans le déni collectif. Donc à nous de faire en sorte par ce qu'on fait par internet, par parler, expliquer, mais toujours dans la zénitude, j'allais dire, hein, parce que si on a passé le stade de la dépression, hein, donc on nous expliquait ce matin, si on n'en est plus au stade de la dépression, si la douleur que l'on a ressentie lorsqu'on a pris conscience j'ai même pas de mots de cette ignominie
que l'être humain fait aux animaux. Si on est sorti de la dépression, on est donc dans une énergie qui devrait nous permettre de trouver des solutions. Donc moi j'y crois, mais je pense qu'on doit vraiment tous être les juristes, les politiques, les philosophes, les militants, tout le monde. Mais bon, si vous avez des idées, moi j'avoue que à part pour l'instant écrire, faire connaître, discuter. Les médias, vous avez vu, bon, nous parler aussi de la drogue. Enfin, les médias ne nous suivent pas. Bon, de temps en temps, on parle de végétarisme, il y a des petites émissions sur Arte, mais globalement, ça passe pas. Voilà. Donc, donc, je crois que j'ai terminé de dire ce que je n'avais pas prévu de dire. Je vous ai pas parlé de droit, mais bon, voilà. Donc, si vous avez des questions à me poser juridiques. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? J'ai pas de... Non, pour une ou deux questions. J'ai oublié. Merci. S'il vous plaît. Merci pour votre intervention. J'entends complètement votre point de vue et je le rejoins plutôt. Il y a cependant une question que je me pose de façon récurrente par rapport au broyage des poussins. Je suis aussi pour l'abolition, etc. Mais je me pose quand même la question, voilà, en attendant qu'on arrive à une société abolitionniste, est-ce qu'il y a à l'heure actuelle une quelconque piste juridique pour mettre fin à ça? J'ai vu passer des pétitions, des machins comme ça contre le broyage des poussins. Je sais pas ce que ça devient après. Et voilà, est-ce qu'il y a à l'heure actuelle des propositions, des pistes pour mettre fin à ça? Alors avant de parler des propositions et des pistes, j'aimerais vous dire qu'il y a plusieurs possibilités. Si on ne broie pas les poussins, on peut aussi les gazer et on peut aussi les mettre dans des sacs poubelles. Et donc à partir du moment où de toute façon, alors bien sûr, j'ai certains pays qui ont interdit le broyage des poussins, mais à la place, je sais pas ce qu'ils ont mis, parce que de toute façon les poussins mâles, il faut les tuer. Donc, il y aura toujours peut-être des solutions où on va faire en sorte que ça soit moins violent. Mais bon, à la limite, les poissons broyés, les poussins broyés, ils meurent aussi vite que les poussins gazés, que les poussins. Donc, oui, on peut trouver des solutions et interdire le broyage des poussins. Je crois qu'il y a un pays, je sais plus si c'est l'Allemagne, qui vient d'interdire le broyage des poussins. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis à la place? Ils ont développé, excusez-moi, j'ai chopé le micro, je me permets d'intervenir. Oui. Ils ont développé une méthode de sélection, d'identification du sexe des poussins. Ce sont les premiers au monde à employer cette technique qui permet justement d'anéantir tout problème lié au broyage des poussins. Alors attendez, c'est-à-dire que quand ils vont ça, là j'ai du mal à. Donc les œufs, on va avoir des poussins et on va avoir que des poussins femelles. Non. Ils scannent les œufs. Ah, ils scannent les œufs. Oui, d'accord. Bon. Donc effectivement, pour les poussins, c'est moins, ça élimine une souffrance pour les poussins. Ça élimine pas le problème des poules pondeuses. Mais bon, d'accord. Vous voyez, ça, je le savais pas. Mais effectivement, on peut prendre plein d'autres exemples, comme par exemple, vous savez, les porcelets que l'on castre sans anesthésie. Pourquoi? Parce qu'il y a 2% des porcelets qui vont, enfin, si on les castre pas, ça va développer une odeur. Ça va rien changer, mais c'est le consommateur. Hein. Donc, effectivement, il y a certains pays qui ont développé la castration sous anesthésie. Mais bon, vous voyez, c'est toujours des petites choses. C'est-à-dire que si vous êtes torturé et qu'on vous anesthésie avant d'être torturé, effectivement, au moment où, avant d'être torturé, vous allez être content, mais au bout du compte, vous allez quand même être torturé. Voilà. Je sais pas si vous suivez mon raisonnement. J'ai une question, alors plus politique et plus liée à l'activisme politique, parce que bon, faut savoir, la France en fait est comparable à l'heure actuelle à un pays de l'ex-URSS. On a une bureaucratie qui est épouvantable, on a un étatisme qui est épouvantable, donc on a une démocratie qui ne fonctionne pas. Et je ne suis pas étonnée, c'est clair qu'il faut pas attendre des politiques qui sortent de l'ENA pour changer quelque chose, on est bien d'accord. Par contre, il y a une société civile qui bouge, qui est beaucoup plus en avance
que la plupart des politiques et des gens qui nous représentent, soi-disant, sur les plateaux TV. Maintenant, on a même des philosophes officiels. Hein, Le Point a publié, voilà, un tel sont les philosophes de l'année 2015. Bon, donc, enfin, je veux dire, on atteint vraiment des sommets, quoi. Donc là-dessus, vous dites bon, c'est les politiques, c'est aux philosophes, etc. Et moi, j'ai envie de vous dire, enfin, c'est quelque part, c'est entre nos mains et vous, enfin, les trois. Hein. Oui, tout à fait. Mais même vous, j'ai envie de dire, non pas que je vous mette la pression pour, mais je pense qu'à un moment donné, va falloir penser la politique autrement, c'est-à-dire hors des institutions et créer des collectifs vraiment de citoyens pour faire pression, parce que moi je me demande si un parti politique finalement serait plus efficace qu'une association, je dirais, qui puisse peser sur la société civile. Vraiment, je me demande, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut créer un parti politique animaliste avec l'état de nos institutions? Il faut savoir qu'on est en fin de route de la 5e, là. Nos institutions fonctionnent plus. Ou alors, est-ce qu'il faut créer une association politique qui émane de la société civile avec une charte forte, parce que la société civile, les gens sont très réceptifs par rapport à la cause animale, beaucoup plus qu'on le pense. Donc c'est une question. Je dirais les deux, parce que quand même la création d'un parti politique animaliste permettrait quand même d'avoir une vitrine, ne serait-ce qu'au moment des élections, de toucher quand même un public beaucoup plus large. Les associations font un travail remarquable, mais vous voyez bien que ça fait quand même des années qu'on essaye, que les associations essayent, et c'est vrai qu'il y a pas, en fait il manque le tremplin. Et quant aux démarches, vous voyez, vous avez des démarches, mais qui sont des démarches individuelles. Vous avez actuellement des personnes qui sont en grève de la faim pour dénoncer l'extension d'un centre de primatologie, et personne n'en parle. Donc ce sont des actions à la limite qui ne servent, j'allais dire, qui servent. Vous voyez, donc ce sont des actions citoyennes, mais si c'est pas relayé par quelque chose, effectivement, Aymeric Caron expliquait la dernière fois qu'il faut des personnes célèbres. Il faut des acteurs, il faut des chanteurs, il faut des gens qui ont accès aux médias. Donc actuellement, moi, j'ai l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises Lolita Lempicka, qui est donc très impliquée qui est même végane, donc qui est très impliquée, qui a décidé de s'engager, qui a même publié sur sa page Facebook Lolita Lempicka une vidéo remarquable. Je pense que vous l'avez vue, qui est à l'initiative de L214, où avec un papier, elle explique que qu'on l'a inséminée, etc. Enfin, sur la vache, et à la fin, elle dit surtout arrêter les produits laitiers. Et les gens de sa com lui ont dit mais mon Dieu, c'est dangereux là, les lobbies des produits laitiers vont nous tomber dessus. Donc en fait les gens ont peur. Donc c'est vrai que il faut agir à tous les niveaux, et pourquoi pas si les gens qui bénéficient de la notoriété, puisque nous on est des petites fourmis. Donc on a besoin de relais. Parce que s'il n'y a pas de relais, il n'y a pas d'information. Alors il y a le relais internet, c'est sûr, mais le relais médiatique c'est quand même important. Donc je crois qu'il faut agir à tous les niveaux, à nos niveaux. Voilà, il faut faire le maximum. Les associations, L214, Gaïa, la Fondation Brigitte Bardot, il y a pas une association qui n'agit pas. Mais il faut avoir une vision globale. Et la vision globale, c'est une société où il y aurait un article de la Constitution qui dirait qu'il est interdit de tuer un animal, qu'il est interdit de torturer un animal humain ou un animal non humain. C'est ça ce but. Je crois qu'il faut l'avoir, parce que si on développe trop les lois de, c'est bon, les lois de protection animale, on va perdre. Alors je sais bien, de toute façon, Animaux en péril, c'est des abolitionnistes, donc ils l'ont toujours, et ils ont toujours en ligne de mire l'abolition. Mais il faudrait qu'il y ait un parti qui soit franchement abolitionniste, ou une association franchement abolitionniste. Même le 214 est abolitionniste, mais dans ses campagnes, elle est welfariste, si je puis dire. Hein. Mais je veux pas non plus encore, voilà, je sais pas. Hein. Mais je pense qu'il faut agir dans tous les domaines. Juste pour dire que, une petite note d'espoir, en Inde, il y a déjà des endroits, des régions, dans le nord de l'Inde, dans lesquelles, par la loi,
il est interdit d'abattre et de manger les animaux. C'est-à-dire que dans les restaurants, il n'y a pas de viande à manger, il n'y a pas de poisson à manger. C'est interdit. C'est-à-dire qu'un restaurateur ne peut pas mettre à son menu un animal à manger pour les gens. Et par la loi, c'est aussi interdit. C'est-à-dire que si tu es pris en train de tuer un animal, tu as de la prison. Et c'est respecté. Donc ça existe déjà, faut le savoir, ça nous donne de l'espoir. Moi j'ai eu la chance d'aller dans ces territoires-là et c'est vrai que c'est une vraie révolution et ça nous permet de vivre vraiment finalement ce vers quoi on a envie d'aller, nous. Parce que c'est ce qu'on souhaiterait. Et on a l'impression, en fait, quand on y pense, que c'est complètement utopiste. Alors qu'en fait ça existe déjà, c'est fait. Et après je sais plus depuis combien de temps, mais voilà, il y a des régions, c'est pas toute l'Inde, c'est seulement des régions, mais voilà, elles le font déjà. Une autre question? Bien, bah merci. Je voulais en terminer parce que j'avais juste une phrase que j'avais oublié de vous dire parce que j'ai oublié de vous lire. Oui, mon micro. Parce qu'en fait, bon, je voulais vous parler de l'esprit de la loi, etc. Je l'ai pas fait. Mais si en France c'est si difficile, c'est parce qu'effectivement, j'allais dire merci Monsieur Descartes. Hein, donc c'est notre esprit cartésien, l'animal machine. Et c'est pour ça sans doute qu'en France, parce que alors c'est vrai que vous avez vous avez certains pays comme la Chine, comme certains pays d'Asie où il n'y a pas du tout de règles de protection animale. Pas du tout. Mais vous avez en Europe, l'Europe du Nord, où ils sont beaucoup plus protectionnistes, et nous, effectivement, on est à la traîne. Et j'aimerais quand même quand on a ça, quand on se remémore ce qui se passait il y a pas si longtemps que ça, on comprend qu'il y a encore du boulot, parce qu'en fait, c'est un adepte de Descartes qui, pour lui, disait, parce qu'il aimait bien, en fait, il s'amusait à battre les animaux à mort pour voir comment il s'amusait à torturer les animaux. Et il a tout simplement dit, j'en terminerai là. C'est pas très glorieux, mais c'est quand même bien significatif. Il expliquait qu'en fait que ce cri là qu'on entend, ça n'a rien à voir avec la douleur, mais c'est un dysfonctionnement dans les rouages. Ah oui, bah oui, c'est culturel. T'es Descartes. C'est un boulet. C'est un boulet qu'on traîne. Oui, mais il n'empêche que c'est toute notre éducation, c'est toute notre culture. Donc